Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et l'épisode d'aujourd'hui sera encore une fois divisé en deux parties. Donc une première partie que vous êtes en train d'écouter, qui sera le débrief de cette deuxième semaine du Giro. Et puis une deuxième partie que vous pourrez écouter plus tard, qui sortira aussi un peu plus tard, qui sera elle consacrée à la preview de la troisième et dernière semaine de ce Giro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer simplement étape après étape, tirer les différentes conclusions qui ont été amenées par chacune de ces étapes. Et puis dans la deuxième partie, donc on se projettera un petit peu plus sur l'avenir. Donc la première étape de cette semaine, deuxième semaine du Giro, c'était l'étape 10. Donc une étape montagneuse avec une arrivée au sommet. La première information, c'est qu'on a Olaf Koy qui est pas partant. Olaf Koy qui est tombé malade pendant les journées de repos alors qu'il venait de gagner l'étape 9. Donc un peu une tuile pour l'équipe Visma-Leasebach, surtout qu'ils avaient déjà perdu Christophe Laporte juste avant. Donc un peu compliqué. Et puis on verra que le lendemain ils ont aussi perdu Huyte Brooks, mais on en reparlera. Euh, on a une échappée donc qui part. Et puis là on voit que dans l'échappée, il y a malheureusement Julien Alaphilippe. On s'était dit précédemment que Julien Alaphilippe avait eu intérêt à cibler ses étapes, qu'il devait vraiment choisir celle qui lui convenait, notamment celle du jeudi. Donc là, moi, quand je l'ai vu dans l'échappée le mardi, j'étais pas très bien, parce que c'était une arrivée au sommet qui lui convenait tout simplement pas. Il y avait des très bons grimpeurs dans l'échappée, on en reparlera aussi. Mais bon, finalement, ça, Alaphilippe s'est relevé, en passant d'abord à la voiture médicale. Donc là, la grosse frayeur. On se dit, est-ce que son espèce de fracture qu'il avait sur les Flandriennes serait pas en train de revenir? Bon, finalement, a priori, c'est juste qu'il s'était relevé. Mais sur le moment, on a eu un peu peur. Donc, Alaphilippe qui était dans l'échappée qui se relève. Et puis ensuite, dans le final, donc on avait cette longue montée en plusieurs paliers pour arriver donc à 1400 mètres d'altitude. C'était long, mais c'était pas très pentu. C'est-à-dire que c'était progressif et c'est une montée qui convenait bien à Jan Tratnik, par exemple. Et on avait une très grosse échappée, vraiment grosse échappée où l'entente régnait pas, mais en termes d'écart, on savait qu'on allait à peu près se jouer la gagne. Et donc là, on a un moment, Jan Tratnik qui part au sprint intermédiaire, si je dis pas de bêtises. Et qui part tout seul. Et là, Yann Tratnik, sur un profil comme ça, il faut vraiment le prendre très au sérieux. C'est un coureur très fort, très solide, très endurant, donc à prendre au sérieux. Il part juste après le sprint intermédiaire, je crois que c'était Fiorelli qui avait lancé le sprint intermédiaire, quelque chose comme ça. Et là, on a un contre qui part dans le sprint, avec notamment Valentin Paré-Peintre et Romain Bardet. Donc un groupe, je crois qu'ils étaient quatre aussi. Il y avait Badjioli, si je dis pas de bêtises. Et donc il y avait un quatrième coureur qui les accompagnait et qui a pas fait très long feu. Mais donc tout ça pour dire qu'on a un contre qui part, et là c'est très intéressant parce qu'on a deux Français qui sont dedans, et surtout deux très bons grimpeurs, et qui sont donc à la recherche de Tratnik. Et puis derrière, on sent que ça s'entend pas, hein. Il y a un gros groupe de coureurs et ça s'entend pas. Il y a des très bons coureurs, hein, pourtant, parce qu'il y a des gars comme Simon Geschke, comme Pozzo Vivo, je crois qu'il y avait Filippo Zana qui était dans ce groupe-là aussi, donc des gars auxquels il faut faire vraiment attention. Donc on s'inquiète un peu quand même pour les gars qui sont devant, mais ce groupe ne s'entend pas trop. Et on a donc Yann Tratnik qui se fait rattraper finalement par un duo, parce que Badjoli et l'autre coureur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, euh, sont en train de revenir. Et donc on a Paré-Peintre et Bardet qui reviennent sur Tratnik, et Paré-Peintre qui attaque et qui va s'envoler vers la victoire. Donc là c'était vraiment une super journée pour la France, parce que Romain Bardet reprend du temps au général. Valentin Paré-Peintre gagne une super étape, il méritait vraiment. C'est une étape qui lui convient très bien, lui qui est un pur grimpeur. Petite inquiétude quand même pour Romain Bardet, parce qu'on se dit, un Bardet à son prime, il doit battre Paré-Peintre, hein. Même si Paré-Peintre fait une super saison, Romain Bardet doit pouvoir l'accompagner. Et donc on a eu l'interview à la fin d'étape de Romain Bardet qui a dit qu'il était dans une mauvaise journée et que c'est pour ça qu'il avait attaqué pour pouvoir prendre un peu d'avance. Donc là, un peu surprenant, mais donc Bardet qui fait un peu le vieux briscard en disant oui, après les journées de repos, c'est difficile pour les vieilles machines comme moi de se remettre en route. Bref, mais en tout cas, on comprend que Bardet n'était pas au top et qu'il fait quand même une super place. Deuxième, donc un duo français qui gagne, super. En plus, on a vu qu'il y avait une belle entente entre les deux coureurs, entre Romain et puis Valentin. Ça, c'est vraiment des images qui font plaisir. Tratnik fait troisième. Et puis, aussi, ce qui se passe, c'est que derrière, étant donné que dans l'échappée, on a des gars comme Bardet, Pozzo Vivo, Zana, Juan Pedro Lopez, on a la Bahreïn qui craque et qui va rouler derrière pour faire réduire un peu l'écart. Finalement, Bardet reprend quand même 2 minutes 45, je crois, favori. Donc c'est vraiment pas négligeable. Du côté des favoris aussi, la UAE ne roule pas du tout, puisque
bah, c'est beaucoup d'autres équipes qui vont rouler à leur place, notamment la Bahreïn qui va rouler quasiment toute l'étape. Donc là, vraiment bizarre. La stratégie de la Bahreïn. Ben O'Connor, très solide aussi, c'est lui qui gagne le sprint du peloton. Il est accompagné de Daniel Felipe Martinez, de Geraint Thomas, évidemment de Pogacar et de Rubio. Et là, on voit que Pogacar n'a pas roulé, n'a pas mis un seul coup de pédale, n'a pas mis une seule attaque. Donc on se dit il est plutôt en gestion. On a Uitebrooks et Arensman qui lâchent un peu de terrain, notamment Uitebrooks, on comprendra qu'il était malade, ce qu'il abandonne le lendemain. Et puis voilà quoi, la UAE qui roule vraiment pas. Donc Arensman qui attaque pour la Bahreïn parce que son équipe a roulé, mais il y avait un peu de vent de face dans la montée finale, donc finalement il l'a payé puisqu'il a pris un peu de temps. Je crois que j'ai dit Arensman, je voulais parler de Tiberi, pardon. Tiberi qui roule et la Bahreïn a roulé, donc Tiberi attaque et il perd un peu de temps finalement. C'est rien, c'est 4 secondes je crois par rapport au meilleur, mais on voit que c'était un peu dommage de la part de la Bahreïn. Mais donc conclusion, les favoris sont à peu près tous au même niveau. Et puis, une super victoire de Valentin Paré-Peintre avec Romain Bardet qui reprend beaucoup de temps. On a Zana qui prend un peu de temps aussi, pareil pour Pozzo Vivo, mais bon, c'est pas grand-chose. Et puis on avait Juan Pedro Lopez aussi, mais qui a craqué totalement dans les jours d'après, donc c'est un peu anecdotique. Étape numéro 12, numéro 11, pardon, tout d'abord. Donc une étape qui était destinée à arriver plutôt au sprint, hein. Euh, donc on a Brooks qui part pas, qu'il était malade, donc on se dit peut-être un virus, quelque chose comme ça chez la Visma, puisque on avait la veille Olaf Koy qui part pas. Là, cette fois-ci, c'est Brooks. Donc, c'est un peu dommage parce il avait fait un bon début de Giro. Donc, alors qu'il avait eu un début de saison difficile, là, il est en train de se reprendre sur le Giro, mais malheureusement, il tombe malade. Étape, pas grand-chose à dire. Une petite échappée qui est très vite reprise. On a un sprint en vent de face. Euh, c'est Merlier qui lance, mais le plus fort, c'est Milan. Probablement aussi que Merlier a souffert un peu du vent de face, mais donc Milan était clairement le plus fort. Je crois que Merlier tasse un peu, tasse un peu Molano, et finalement il est déclassé Merlier. Donc Molano qui aurait pu faire mieux, mais qui a été un peu tassé. Donc Molano, vraiment, je l'attendais pas à ce niveau-là, mais bon sprinter. Et au final, on a une troisième place aussi de Giovanni Lorenardi, de la Poltico Meta, qui est assez intéressante. Quatrième place de Lorenz Pitti, même si Lorenz Pitti, il a été critiqué, je crois, par Hugo Hofstetter, qui lui a dit que il était beaucoup trop dangereux. Et puis aussi une chute, malheureusement, pour Jakobsen et Lund Andresen, les deux mecs les deux mecs de l'équipe de Romain Bardet, la DSM, donc pas de bol pour les deux sprinters. Euh, Jakobsen qui va pas repartir. Il va finir l'étape, mais il repartira pas pour l'étape 12, donc il aura fait quasiment, bah, je crois, aucun sprint, tout simplement. Donc pour lui qui changeait d'équipe, qui espérait un peu de renouveau, c'est vraiment dommage pour Jakobsen. On va pas trop s'attarder sur l'étape 11, c'est un sprint. Étape 12, étape 12 très intéressante, puisque c'était l'étape des murs, la fameuse dont on avait parlé. C'était tout simplement la meilleure étape de cette semaine-là, probablement la meilleure étape du Giro pour l'instant aussi. Évidemment, quand je dis ça, je suis un peu chauvin puisque c'est Julien Alaphilippe qui l'a remporté. Mais une première heure de course super rapide, puisqu'on avait cette partie de plat, je vous avais dit, on a une partie de plat, et ensuite ça monte un peu, donc peut-être qu'il y a une première échappée qui va s'essiner sur le plat, mais ensuite ça va remonter, et ça va contrer un peu. C'est ce qui s'est passé, et l'échappée finale sort dans les premières montées, avec beaucoup de coureurs. Je crois qu'il y a environ 40 coureurs qui sont dans l'échappée, avec plusieurs échelons. Et à un moment, il y a un échelon qui est en train de revenir sur le groupe Alaphilippe. Alaphilippe était tout devant, notamment avec Narvaez. Et là, Alaphilippe sort avec Mirko Maestri à 135 km de l'arrivée, je crois, quelque chose comme ça. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est n'importe quoi. Il reste 135 bornes, il s'en va seul en duo avec un inconnu de la Politique Meta, parce que je suis désolé pour Mirko Maestri. Il a déjà 32 ans, je crois, quelque chose comme ça, donc c'est un coureur d'expérience, mais moi, j'en avais pas beaucoup entendu parler. Je savais pas qui c'était. On voyait très clairement qu'il était un peu léger dans les bosses, donc là, on se dit, mais dans quoi est-ce que Julien s'embarque? Bon déjà, le truc bien, c'est qu'il s'était relevé sur son échappée de mardi, donc on se dit il a un peu de force quand même. Il semblait pas trop mauvais dans les bosses, mais il y avait des gars derrière comme Narvaez, Quinten Hermans, etc. Ça faisait vraiment très peur. Et surtout, il y avait tellement de coureurs derrière. Narvaez, il avait des équipiers, puisqu'il y avait Ghana, je crois, dans l'échappée. Il y avait d'autres coureurs. Enfin bref, on se dit attention, Julien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es même pas en train de rouler pour Maury Van Sevenen, qui était dans un groupe derrière? Il y avait Yann Hirt aussi, je crois, qui était dans l'échappée. Enfin bref, on se dit peut-être qu'il joue la course d'équipe. Et finalement, non. Pas du tout, puisque Alaphilippe joue pour lui-même. Il accompagne Maestri tout du long.
Il profite aussi un peu d'une mésentente derrière. Donc là, on va pas dire que c'est un élément, comment dire, qui a facilité la victoire de Julien, dans le sens où je pense que Julien avait calculé que derrière ça allait pas s'entendre. On a vu toutes les échappées où il y avait 30, 40 mecs, ça s'entend jamais, ça roule pas. C'est aussi ce qui s'est passé par exemple sur Liège-Bastogne-Liège où Romain Bardet avait attaqué et il n'avait pas été repris parce que il savait très bien que s'il arrivait à faire la différence à ce moment-là, qu'il prenait 10 secondes d'avance, après derrière c'était fini parce que tout le monde allait se parler. Et là c'est un peu ce qui s'est passé, donc très mauvaise entente derrière. Mirko Maestri et Alaphilippe qui tiennent, qui ont parfois plus de 2 minutes d'avance, c'est fou. Et puis à chaque fois que ça monte, Alaphilippe qui ralentit, qui prend tous les relais, qui laisse passer Maestri, qui lui donne les points des bonus. Donc là vraiment aussi chapeau à Mirko Maestri, parce qu'il aurait très bien pu se dire à Alaphilippe, c'est toi le plus fort, vas-y tu roules, et puis moi je te suis. Mais je pense que Maestri a compris que c'était aussi dans son intérêt de rouler. Puisque en même temps, Maestri finit finalement 9e de l'étape, mais il était pas loin d'accrocher la 2e place. Et je pense que dans quasiment tous les autres scénarios de course, ça aurait pas été possible pour lui. Donc certains diront Alaphilippe a trop profité de ce coureur de la Politico Meta. Il y a eu aussi toutes les images après l'arrivée où il allait le féliciter, c'était très sympa, ça j'ai trouvé aussi. Il lui a offert un maillot, là c'était peut-être un peu trop, parce qu'en mode je suis un grand coureur, je te donne un maillot, mais non, par contre la poignée de main, l'embrassade à la fin de l'étape, ça m'a vraiment mis du baume au cœur personnellement. Et puis un moment dans la course, là, quand ça revient un peu sur la fin, on a un groupe de très costauds qui sort. Donc dedans, il y a Valgren, Scaroni, Narvaez, Hermans, Matteo Trentin, Simon Clark, Benjamin Thomas, enfin bref, que des gros rouleurs. Et là, on se dit, oula, ça commence à bien s'entendre, c'est pas très bon pour Alaphilippe. Il entame la dernière bosse, le dernier mur avec Maestri, avec 40 secondes d'avance. Maestri lâche immédiatement. Et là, on se dit, oh putain, si ça attaque derrière, Julien qui a 120 bornes de duo tout seul devant dans les pattes, est-ce qu'il va tenir? Et il a fait une super montée. Malgré le fait que derrière, on ait eu Scaroni, Valgren qui est attaqué, contré ensuite par Narvaez, avec Quinten Hermans qui est sorti. Donc c'est vraiment, c'est pas n'importe qui, hein. C'est des gars qui sont très forts sur des classiques, du punch. Donc là, c'est vraiment une étape très stressante, vraiment. Moi, tout du long, je vous dis, j'étais vraiment très tendu. Et puis cette montée finale, c'était vraiment le paroxysme de la tension avec la descente après et puis le plat, où à chaque kilomètre, il y a Jackie Durand qui dit à Guillaume Di Grazia, mais si, il va gagner, moi je te le dis. Et nous, on n'était pas sûr. Enfin, moi, derrière ma télé, j'étais pas vraiment sûr. Et au final, Philippe qui gagne avec 30 secondes d'avance devant Narvaez et Hermans. Franchement, étape incroyable. Tout du long, on a eu du suspense. En plus, c'est un coureur français et c'est pas n'importe quel filet coureur puisque c'est Philippe qui gagne. Que d'émotions, vraiment. Autant on avait déjà vibré mardi avec l'étape gagnée par Valentin Paré-Peintre. Autant jeudi, je pense que ça avait vraiment une saveur différente. Surtout Philippe, on sait que c'est un coureur qui est vraiment dans la galère ces dernières années. La manière dont il a gagné, c'est totalement fou. Il aurait jamais dû gagner avec cette manière-là, en fait, parce qu'il aurait dû rester rouler comme Narvaez. Mais il a eu ce supplément de folie qui est passé. Peut-être que si on refait l'étape 10 fois, Philippe perd 9 fois, mais en tout cas, cette fois-ci, il l'a gagné. Donc c'est tout à son honneur. Et vraiment, c'est Julien Alaphilippe qui montre encore que c'est un coureur extraordinaire. Même dans son attitude avec Mirko Maestri, vraiment bluffé. Merci Julien pour toutes les émotions que tu nous procures. C'était une étape de fou furieux. On a aussi eu au côté français Benjamin Thomas qui était bien dans le final mais qui a un peu craqué. Ewan Kosciu qui était fort, qui a attaqué un moment, qui aurait pu un peu revenir sur peut-être à la fibre, je sais pas, mais qui a eu un problème mécanique au pire moment. Il était dans un duo avec Scaroni, je crois, à ce moment-là. Euh, donc très belle étape des Français et puis victoire incroyable de Julien Alaphilippe, félicité par tout le peloton et c'était vraiment une étape de fou furieux. Voilà. Étape 13. Alors on parlait d'étape de fou furieux. Étape 13, ça c'est pas exactement le même truc puisque c'était une étape toute plate. Euh, je sais pas s'il y a grand chose à dire. C'est un sprint. Euh, Jonathan Milan l'emmenait parfaitement. C'est le plus fort, il gagne. Voilà, tout simplement. Je me suis noté quand même où sont Tim Merlier et où sont Caden Groves. Et ben ils sont 15e et 16e. Donc soit ils ont été très mal amenés dans le sprint, je sais pas, il s'est passé quelque chose, mais donc le plus fort c'était Milan. Les deux plus forts derrière lui, Merlier et Groves n'étaient pas là. Voilà, c'est du tableau noir comme dirait Jackie Durand. Très belle victoire. Deuxième place quand même de Stanislas Aniolkowski de la Cofidis. Donc un beau résultat pour les Cofidis. On a même eu Tim Van Dijk qui fait quatrième. Alors la Visma Leaseback qui avait plus que 4 coureurs. Donc c'est
Il reste plus que Tratnik, Van Dijk notamment, et puis Attila Valter. Et puis là, Van Dijk qui fait le sprint, qui se fait plaisir, quatrième. Vraiment beau coureur aussi, Tim Van Dijk, à surveiller dans les années qui viennent. Hugo Hofstetter qui fait cinquième, voilà, puisque Ethan Vernon a abandonné. C'est désormais lui le sprinter de la Israël. Et puis aussi Laurens Pittig qui fait huitième. Voilà pour cette étape 13, il n'y a rien eu de spécial à noter. Étape 14, le chrono. Donc ça c'était hier, euh, avec un Filippo Ganna tout simplement supersonique. J'ai rien d'autre à dire. Il a fait un chrono magistral. Il a surclassé beaucoup de très beaux rouleurs. Vraiment, il était à fond, il était très fort dans les virages. Il n'y a rien à dire. Vainqueur archi logique. Donc il gagne au bout de ses 31 km à quasiment 54 km/h de moyenne. Voilà, le plus fort. Pogacar était en tête au premier intermédiaire, mais la première partie est un peu moins favorable au rouleur, donc c'est pour ça probablement que Pogacar était en tête. Au final, il finit à seulement 29 secondes de Ghana, donc très très grosse performance de Pogacar. 29 secondes de Ghana sur une étape comme ça où Ghana était très fort, c'est un petit exploit quand même. On a eu les Ineos qui ont fait full top 10 quasiment, puisqu'on a Ghana premier, Arensman troisième, très belle course d'Arensman qui finit à 1 minute 7, donc il perd 40 secondes sur Pogacar quasiment, mais très gros chrono, il en reprend à tous les autres favoris. Geraint Thomas à 1,14 qui fait quatrième. On a aussi Tobias Foss qui fait huitième à 1,26. Et puis il y a Magnus Sheffield qui fait 12e à 1,35 alors qu'il a chuté. Donc on l'avait prévu, on avait dit 5 Ineos dans le top 10, bah, c'est quasiment le cas, puisque Sheffield est 12e. En termes de d'autres résultats, Antonio Tiberi et Ben O'Connor m'ont vraiment bluffé. Tiberi, un peu moins que O'Connor parce que Tiberi fait sixième, il perd seulement 12 secondes sur Arensman, mais les deux, on sait que c'est un peu de la même trempe. Donc Arensman, Tiberi très fort, et puis Ben O'Connor qui fait septième du chrono à 1,25. Donc ça veut dire qu'il perd 6 secondes sur Tiberi. Il perd 11 secondes sur Geraint Thomas. Donc c'est totalement fou. Ben O'Connor, je savais qu'il n'était pas si mauvais que ça, mais je pensais pas du tout que sur un chrono plat comme ça, il ferait un si bon résultat. Donc bravo à Ben O'Connor. Il devance pardon, des gars comme Tobias Foss, Michael Bjerg, Eduardo Affini, rien que ça. On a Felipe Martinez qui fait un chrono moyen, mais pas trop mauvais non plus, à 1,45. Donc globalement, il perd 1,15 sur Pogacar, mais ça c'est anecdotique. Et il perd que 30 secondes sur Geraint Thomas. Et donc au jeu des positions, on avait Arensman qui était Arensman, pardon, Thomas qui était derrière Martinez, et là ça s'est inversé. Donc je crois qu'ils avaient 15 secondes de différence. Là, il y a 30 secondes d'écart sur le chrono, donc Thomas passe avec 15 secondes d'avance sur Daniel Felipe Martinez. Et puis ensuite, après, il y a des coureurs qui ont pris des tirs quand même, on va pas se mentir. Euh, Tout d'abord, on a Filippo Zana qui est à 2,32, donc qui fait plutôt une bonne opération en général, puisqu'il reprend du temps à pas mal de mecs. On a Romain Bardet aussi, qui fait un chrono qu'on aurait pu attendre de lui. Franchement, pas décevant, mais pas incroyable non plus. Il est à 3,24 de Ghana, donc ça fait quand même 2 minutes 30 de perdu quasiment sur Arensman et puis sur Geraint Thomas. Il est à peu près dans les mêmes temps que Michael Storer, par exemple. Donc, chrono pas dégueu de Storer. Je pensais qu'il était très mauvais en chrono, Storer, mais là, ça a été. Après 3,50 pour Fortunato, là, ça commence à scorer. 4,06 pour Rubio, qui finit loin. 4,13 pour Hirt. Donc ça, c'est des coureurs qui ont pris assez cher au niveau du classement général, très clairement. Et en termes de français, il y a Pozzo Vivo aussi, évidemment, qui finit à 5,06. Pozzo Vivo très loin. En termes de français, on a eu des beaux chronos, j'ai trouvé. Donc, le premier français, c'était Aurélien Paré-Peintre à 2,33, donc pas si mauvais de sa part, je trouve. Et puis surtout Ewen Kostiou, qui a fait un super chrono. Il a fini 29e à 2,41, alors qu'en plus il était tombé la veille, je crois, sur le sprint. Donc belle carte de Ewen Kostiou. Et donc si on regarde le classement général à la fin de cette étape 14 du chrono, donc on a Geraint Thomas qui repasse à 3,41 de Pogacar, déjà 3,41, et à 3,56 on a Felipe Martinez, donc 15 secondes entre eux. 1 minute derrière Geraint Thomas, on avait Ben O'Connor, donc quand même assez proche au général. Pas très loin, on avait Tiberi à 5,17, donc Tiberi qui avait 45 secondes de retard sur Ben O'Connor. Donc là, on se dit, pour la troisième, quatrième place, il va y avoir un beau match.
Surtout qu'il faut pas totalement enterrer Arensman, qui était à 6,30 à ce moment-là, donc seulement 1 minute 15 derrière Tiberi. Après, derrière, c'est un peu plus loin, hein, les Zana, Bardet, etc. Zana qui reprend un peu du temps à tout le monde parce qu'il était meilleur. Et par contre, on a un coureur comme Rubio, Fortunato qui prennent cher. Fortunato qui passe de la 7e à la 9e place, Rubio qui passe de la 9e à la 11e. On a Alex Baudin qui était pas trop mal, mais il a totalement flanché sur l'étape 15 lui en revanche, donc chacun son truc. Mais donc un chrono voilà avec une super victoire de Ghana, rien à dire. Et puis l'étape 15, l'étape très attendue de ce Giro, la fameuse étape spéciale du Giro avec les 222 bornes et les 5700 mètres de dénivelé positif. Donc ça c'est aujourd'hui, l'étape vient de se finir à l'heure où je vous parle. Scénario de course assez attendu, avec une grosse échappée qui sort mais qui s'entend pas trop. On a encore à la Philippe dedans par exemple, mais bon, j'en reparlerai. On a Storer qui est à l'avant, donc ça fallait faire attention pour le classement général, mais on savait quand même que Tadej Pogačar avait des envies de gagner cette étape, et donc moi je me disais quand même dans un coin de ma tête, je pense qu'ils vont rouler sur l'échappée, et ça a été le cas, l'échappée n'a jamais eu plus de 5 minutes d'avance, et après à la fin on a Tadej Pogačar qui a attaqué, il avait 3 minutes de retard à 15 bornes de l'arrivée sur Nero Quintana, donc Nero Quintana qui était le dernier représentant de l'échappée avec Georg Steinhauser, et puis il a réussi à les reprendre. Ce fou de Pogačar, en prenant même pas de risque dans les virages de la descente, parce qu'il y a une petite descente à la fin de l'avant-dernière ascension. Il a repris les 3 minutes à Quintana, tout simplement, et il a géré dans la dernière montée, parce qu'il était en tête, et qu'il avait déjà 3 minutes d'avance sur les autres favoris, tout simplement. Donc, que retenir de cette étape? Tout d'abord, Pogačar qui écrase la course, qui écrase encore une fois le suspense. En plus, là, on aurait pu se dire, c'est une étape qui arrive en altitude, à 2400 mètres d'altitude. Peut-être que l'altitude va le mettre un peu dans le mal, on sait pas, on essaie de s'inventer des trucs et non pas du tout. Il était tout simplement le plus fort, quand il a attaqué à 15 bandes de l'arrivée, personne n'a essayé de le suivre. À un moment, on a Daniel Felipe Martinez qui est sorti, mais il est très vite rentré dans le rang. Je pense qu'il s'est relevé. Il s'est dit, j'arrive pas à suivre Pogacar. Derrière, il y a des équipiers pour Ben O'Connor, puisqu'il y avait encore Valentin Paré-Peintre qui était là. Et il y a des équipiers pour Guerin Thomas, puisqu'il y avait Arensman. Il y avait des équipiers pour Tiberi, parce qu'il y avait Caruso. Il s'est dit, bon, je vais me faire bouffer par les équipiers, ça sert à rien, je rentre dans le rang. Donc la situation de course, c'était Pogacar tout seul devant, puis un peloton derrière. La UAE qui a quand même roulé tout du long de l'étape pour revenir sur l'échappée, avec surtout un très gros relais final de Maïka. Donc c'est peut-être une des seules étapes d'ailleurs où les UAE ont vraiment eu à rouler sur cette semaine. Valentin Paré-Peintre qui roule ensuite pour Ben O'Connor. Il est un peu aidé par les équipiers de Tiberi, donc Caruso, qui l'aide un peu. Et puis après, on a aussi Arensman qui va rouler. On a Fortunato qui lâche très vite. Donc ça à noter. Fortunato qui a perdu beaucoup de temps ce jour-là. Euh, Ensuite, on a Bardet qui a attaqué pas très loin du sommet du Passo di Foscagno. Et il n'est pas suivi. Parce que derrière, ça se marque un peu. On sait que Valentin Paré-Peintre est en train de rouler. Donc on se dit, il y a un gars qui roule, il y a Bardet qui passe à l'avant. Ouais, Bardet, il est un peu loin en général. On va pas prendre le risque, surtout que le mur final était vraiment très dur. Donc je pense qu'on s'est un peu regardé. Il y a aussi une chose à noter, c'est qu'on peut parler d'attentisme, mais on est seulement en deuxième semaine, donc tout n'est pas joué. Ça serait un peu con de tout perdre maintenant, donc je comprends un peu moi les positions défensives de certains coureurs, mais c'était pas le cas de Romain Bardet. Il a attaqué, son audace a payé puisqu'il finit deuxième meilleur des favoris derrière Pogacar. Donc bravo Romain pour ton attaque. On sait aussi que c'est des terrains qui je sais pas dire, enfin qui vont bien à Romain Bardet. Puisque lui, les étapes très longues avec beaucoup des grimpettes très longues et puis l'altitude, c'est quelque chose qu'il aime bien, beaucoup de dénivelé positif, donc c'était vraiment une étape qui lui convenait. Chapeau Romain. Hem, on a Rubio qui a contré aussi un moment. Rubio qui est très fort quand ça monte. Là, c'est en altitude, donc aucun problème pour lui, le Colombien. C'était Arensman qui roulait derrière avec Geraint Thomas et Martinez. Il restait un moment plus que O'Connor qui était un peu à la limite de céder. Avec Yannirt aussi, si je dis pas de bêtises. On a un moment, les caméras ont changé, et puis Tiberi a disparu de la circulation. Donc Tiberi qui a perdu un peu de temps, mais finalement pas tant que ça. Euh,
Et donc Pogacar qui gagne en gestion totale dans la dernière montée, devant Quintana. Quintana qui renaît un peu de ses cendres. On va pas trop parler du dopage. On sait que c'est un coureur qui s'est fait virer de l'Arkea parce qu'il a pris du tramadol. Le tramadol, c'est quelque chose qui est assez flou sur les règlements de course. C'est interdit, mais c'est pas considéré vraiment comme du dopage. Enfin, je voudrais pas dire de bêtises, mais il a pas été suspendu, je crois. C'est comme Alex Bodin à l'époque, il avait été pris pour tramadol, je crois, sur le Tour d'Italie l'an dernier. Il avait été écarté quelques mois par AG2R avant d'être réintégré. Donc, en fait, c'est difficile d'avoir une position objective sur le tramadol quand on est français, parce que on a envie qu'Alex Bodin performe et on l'aime bien, mais dans le sens, c'est un peu un tricheur en même sens que Nairo Quintana. Donc, position difficile. Je préfère pas trop m'appesantir là-dessus. Mais donc Quintana deuxième, troisième Steinhauser qui fait une très belle étape. Vraiment, c'est un coureur qu'on est en train de découvrir, Steinhauser, et c'est pour notre plus grand plaisir. Romain Bardet qui fait quatrième, qui reprend 3 secondes à Martinez et Thomas. Donc ça, c'est un peu rageant parce qu'on se dit tous ses efforts pour reprendre 3 secondes. Mais peut-être que s'il était resté avec eux, il aurait perdu du temps. Donc bravo Romain, ton audace à payer. Rubio juste derrière Martinez et Thomas. Avec Pardon. Avec Ben O'Connor. Donc ils perdent 8 secondes sur les autres. Donc autant dire que c'est que dalle alors qu'il reste encore une semaine de Giro. Arensman pas très loin. Yann Hirt aussi. Yann Hirt qui s'installe durablement dans le top 10, je pense. Et puis un peu plus loin, on a Zana. Et un peu plus loin, on a Tiberi. Tiberi perd quand même 1,15 sur Bardet, par exemple. Donc c'est une belle remontée de Bardet. Et puis beaucoup plus loin, on a Fortunato qui est à 5,24. Donc Fortunato, il perd 2 minutes 30 sur Romain Bardet, par exemple. Poto Vivo qui perd beaucoup de temps aussi. Storer, puisque Storer était dans l'échappée. Donc il a laissé beaucoup de force et finalement l'échappée a été reprise puisque les UAE ont roulé. Donc Storer qui fait la mauvaise opération là-dessus. Et donc au terme de classement de général, on a aussi Alex Baudin qui est lâché très tôt et qui perd beaucoup de temps. Donc si on regarde le classement général, à la fin de cette deuxième semaine, on a Pogacar qui est devant avec 6 minutes 41 d'avance sur Guerin Thomas. Guerin Thomas qui est toujours dans un mouchoir de poche avec Felipe Martinez, hein, puisqu'ils sont à 15 secondes d'écart. Une minute derrière Guerin Thomas, on a Ben O'Connor. Donc Ben O'Connor, toujours très possible de jouer le podium, même si on a vu que là il a lâché un peu en montagne, alors que c'était le terrain sur lequel on s'était dit il peut reprendre du temps. Le chrono c'est pas trop son truc, mais là il y a une grosse étape de montagne. Pourquoi pas pour Ben O'Connor, mais là il a perdu un peu de temps. Euh, Tiberi qui a perdu pas mal de temps, lui en revanche. Donc on sait qu'il était pas très loin de Ben O'Connor après le chrono. Là ça commence à chiffrer pour Tiberi qui est cinquième avec quasiment 3 minutes de retard. On va dire entre 2 minutes 30 et 3 minutes de retard sur Geraint Thomas et puis Felipe Martinez. Là, ça va être difficile à reprendre, surtout qu'on a vu qu'en montagne, il n'était pas aussi bon que Geraint et puis que Felipe Martinez. Thymen Arensman qui lui revient dans la bataille pour le maillot blanc, puisqu'il se rapproche très fortement de Tiberi. On a vu qu'il était meilleur en montagne, en tout cas sur cette étape-là, puisqu'il finit à 9,45, alors que sur les étapes d'avant, c'était plutôt Tiberi qui avait le dessus. Donc là, on a 20 secondes qui séparent les deux. Ça va être très très intéressant en troisième semaine. C'est peut-être un des seuls enjeux qui reste avec la troisième place, c'est qui va gagner le maillot blanc. Et puis Romain Bardet qui s'installe confortablement en septième place, il repasse devant Zana. Donc Zana et Bardet qui sont à une minute derrière, 1 minute et 1 minute 30 respectivement derrière Rensman. Et ensuite on va chercher un peu plus loin avec Rubio. Rubio qui a pris un énorme tir sur le chrono. C'est dommage parce qu'en montagne on a vu qu'il allait très bien. Donc Rubio lui il est à 1,30 de Romain Bardet par exemple. Il a aussi 1 minute d'avance lui sur Yann Hirt. Et ensuite on a Fortunato, Storer et là ça commence à faire vraiment loin. Donc voilà, pour le classement général. Si on regarde sur les autres classements annexes, on va y passer très rapidement, mais le classement des points, c'était déjà fini après la première semaine. C'est tout autant fini après la deuxième semaine. Donc Jonathan Milan qui a 110 points d'avance au classement sur Hayden Groves, sachant qu'il y a quasiment plus de sprint jusqu'à la fin. C'est déjà gagné. Classement de la montagne, euh, oblitéré par Tadej Pogacar malheureusement. Donc là c'est plutôt la bataille pour qui portera le maillot, étant donné que Pogacar peut pas porter tous les maillots. Là, c'est Simon Geschke pour l'instant qui porte le maillot du deuxième meilleur montagnard, on va dire, mais il y aura peut-être une petite bataille avec Scaroni et Quintana pour savoir qui va le porter. Plutôt avec Scaroni, parce que je pense que Quintana, il va plutôt se focus sur les étapes. Tandis que Scaroni et Geschke, je pense qu'ils vont peut-être un peu faire encore la course au point. Et puis pour le classement de la jeunesse, là par contre c'est vraiment très équilibré, puisque
Il y a 19 secondes entre Arensman et Tiberi. On a même Zana qui est un peu derrière à l'affût là, à 1,45 de Tiberi. C'est clairement le troisième moins bon. Le troisième moins bon, ouais, donc ça va être difficile pour lui d'aller reprendre ce maillot blanc à Tiberi ou à Arensman, mais je me dis que si Zana part en échappée, il se fait peut-être pas rouler dessus trop vite, tandis que je pense que Arensman et Tiberi, on va les chercher direct, on les laisse même pas sortir. Donc si Zana part en échappée, peut-être qu'il peut reprendre du temps. Après, on verra très probablement la Bahreïn et la Ineos rouler pour garder ce maillot, mais ça va être intéressant à suivre, le classement du meilleur jeune. Et puis donc, je disais, en termes de classement général, ce qui va être à suivre, c'est la deuxième place. Entre Geraint Thomas et Felipe Martinez, c'est très serré. Moi, je donne pas vraiment d'avantage à l'un ou à l'autre pour l'instant. On a vu qu'en montagne, ils étaient à peu près du même niveau. Felipe Martinez peut-être un peu meilleur, mais il a 15 secondes de retard et il a une équipe moins forte. Et puis Ben O'Connor qui est en embuscade, mais faudra voir. Faudra lancer des grandes manœuvres, je pense, pour Ben O'Connor. Parce que là, les deux devant, ils me semblent quand même assez solidement installés sur le podium. La bataille pour la cinquième place, c'est le maillot blanc, donc entre Tiberi et Rensman. Et puis ensuite, on est quand même loin. Bardet qui est déjà à 10,49 de Pogacar à la septième place, donc je pense que la septième à la douzième, on va dire, donc Bardet, Zana, Rubio, Hirt, Fortunato, Storer, tout peut encore à peu près changer. Je pense que là, pour l'instant, l'ordre qui est là, c'est à peu près l'ordre de la force en montagne, probablement. Mais on est dans un niveau, on est tellement loin que peut-être que les échappés peuvent commencer à décider sur le classement général. Donc c'est quelque chose qui sera à suivre pour la troisième semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Profitez bien de cette troisième semaine du Giro et n'hésitez pas à aller écouter le prochain épisode si vous voulez savoir quels sont les différents profils d'étape de la troisième semaine. Ça, vous le savez déjà probablement. Mais je pourrais aussi vous donner mon avis sur qu'est-ce que j'envisage comme stratégie pour les différentes dernières étapes. À bientôt, et puis salut!